Être né avec les mauvais attributs sexuels. Voilà ce que ressentent les personnes qui ne s'identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance. Pour elles, la puberté peut être douloureuse, car leur corps se développe dans une direction qui leur semble étrangère. Aujourd'hui, il est possible d'y remédier grâce à l'hormonothérapie. Ça s'appelle une castration chimique. Il faut toujours se demander qui s'impose ça. Ce ne sont pas des choix qu'on fait à la légère. Peut-on proposer l'hormonothérapie aux enfants et aux adolescents atteints de dysphorie de genre? Je m'appelle Berthold Meyer, je suis professeur de psychologie et je m'intéresse à tous les sujets qui préoccupent actuellement la science et la société. Je fais un voyage dans le passé au musée de la sculpture à Francfort. Ces sculptures antiques, vieilles de plus de 2000 ans, ne laissent aucun doute. Les représentations bien définies de la masculinité et de la féminité ont toujours existé. Mais l'ambiguïté aussi. Le célèbre Apollon d'Antium, par exemple, porte des traits masculins et arbore la coiffure de la déesse Aphrodite. La transidentité n'a rien de nouveau. Il est désormais possible d'apporter une aide médicale aux enfants et aux adolescents concernés, mais cette aide suscite aussi une vive opposition. Aujourd'hui, je rencontre deux chercheuses qui défendent des points de vue opposés. Deux chaises, deux invités, mais pas en même temps. Je vais les interroger l'une après l'autre pour me forger ma propre opinion. Ravi de vous accueillir, Madame Mauer. Merci. La dysphorie de genre, c'est quoi exactement? Est-ce la même chose que la transidentité? On parle d'incongruence et de dysphorie de genre. L'incongruence de genre, c'est si j'ai l'impression que mon genre ne correspond pas à celui qui m'a été attribué à la naissance. La dysphorie de genre intervient si je souffre de plus en plus, à mesure que mon corps se développe dans une direction qui, à mes yeux, n'est pas la bonne. Dans ce cas, la détresse s'accroît. Sabine Mauer est psychothérapeute pour enfants et adolescents et a déjà accompagné plusieurs jeunes dans leur transition de genre. En tant que vice-présidente de la Chambre fédérale allemande des psychothérapeutes, elle a participé à l'élaboration de lignes directrices sur la façon d'accompagner les adolescents concernés. Pour elle, l'hormonothérapie est un outil indispensable. Si je comprends bien, l'incongruence, c'est quand mon identité est à l'opposé de ce que je suis, de mon physique, de mes caractéristiques sexuelles. On peut s'imaginer ça comme ça? Oui, c'est sans doute vrai. J'hésite quand même un peu parce que les jeunes enfants chez qui une telle incongruence apparaît sont très peu nombreux, mais ils existent sans pour autant connaître le concept d'identité. C'est quelque chose qu'ils ressentent, tout simplement, sans y réfléchir plus que ça. Mais dès ce stade, à savoir celui du diagnostic, il y a d'autres façons de voir les choses. Ma deuxième interlocutrice s'appuie elle aussi sur son expérience clinique. Des adolescents que j'ai reçus, il y a eu effectivement des jeunes que je nomme transidentifiés, puisque ce sont des jeunes qui sont identifiés trans, parfois qui ne le sont pas, mais qui présentent surtout, c'est mon point de vue, plutôt un malaise dans leur corps et qu'ils souhaitent sortir de leur corps, comme changer leur corps, étant donné que ce corps les dérange. Céline Masson est professeure de psychopathologie à l'Université d'Amiens. Elle fait partie des critiques de l'hormonothérapie pour les enfants et les adolescents. Son point de vue, pas d'intervention médicale avant l'âge adulte, mais une psychothérapie. J'ai entendu dire que vous préfériez un autre terme à celui de dysphorie de genre. Vous parlez d'angoisse de sexuation pubertaire. Pourquoi? Vous pouvez développer? C'est une nouvelle proposition clinique qui correspond mieux aux adolescents que nous voyons
que nous appelions transidentifiés. Mais nous avons souhaité peut-être éloigner le mot « trans » pour essayer de mieux comprendre ces adolescents. D'où la proposition clinique « angoisse de sexuation pubertaire ». Ce sont des adolescents qui présentent des angoisses lors de la puberté. Je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas les seins qui poussaient. Je me suis jamais sentie fille, j'ai préféré jouer, je n'ai jamais joué avec des poupées. Donc, j'ai pensé que j'étais un garçon. Et quand je dis, mais comment tu as vu que tu étais un garçon ? Eh bien, je suis allée chercher sur Internet, je ne suis pas bien dans mon corps, et les algorithmes lui ont donné, c'est que tu es un garçon trans. Tous les cliniciens, y compris en Allemagne, y compris en Belgique, en Finlande, nous avons tous fait le même constat, l'augmentation soudaine au moment du Covid. C'est vrai qu'on a observé une nette augmentation des demandes de prise en charge, mais pas forcément de la prévalence. Dans la recherche, la prévalence désigne la fréquence d'apparition d'une caractéristique donnée, en l'occurrence la dysphorie de genre, dans une population donnée et à une date donnée. Il y a aujourd'hui un contexte social qui permet de faire son coming out beaucoup plus tôt, tout en subissant moins de discrimination qu'auparavant et en bénéficiant d'un soutien plus important. Actuellement, environ 0,08% des individus âgés de 4 à 17 ans consultent des professionnels de santé pour ce motif. On sait en revanche que seul 0,01% entament un traitement hormonal à l'adolescence. Dans ce contexte, on entend parfois parler du Dutch Protocol, le protocole néerlandais. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Les Néerlandais ont en effet été les premiers à prendre en charge les enfants et les adolescents concernés par la dysphorie de genre. Et ils ont développé un protocole de traitement. Dans le cadre du fameux Dutch Protocol, dès 2008, des chercheurs néerlandais préconisent de bloquer le début de la puberté chez les jeunes atteints de dysphorie de genre grâce à un traitement adapté. À partir de 16 ans, le plus souvent, des hormones sexuelles croisées, comme la testostérone ou les estrogènes, peuvent être prescrites afin de développer les caractéristiques souhaitées, à savoir la carrure, la voix et la croissance de la barbe ou de la poitrine. Mais depuis, les systèmes de santé de certains pays se sont distanciés de cette approche. En Angleterre, en Suède et en Finlande, les bloqueurs de puberté ne sont plus autorisés que dans le cadre d'études cliniques. En France, l'Académie nationale de médecine a appelé à une utilisation prudente. La raison de cette volte-face ? En 2021, une jeune femme a porté plainte contre une clinique londonienne qui lui avait permis de suivre un traitement hormonal lorsqu'elle était adolescente. Elle reprochait à la clinique de l'avoir poussée à prendre une décision trop tôt. C'est vrai que l'Angleterre il y a eu des dérives à la Tavistock Clinic, on est d'accord. La clinique Tavistock à Londres a dû fermer ses portes en 2022 après une enquête et plusieurs plaintes d'anciens patients. Ils accusaient les responsables d'avoir prescrit des bloqueurs de puberté et des traitements hormonaux sans suivi adapté. Il y a eu presque 5000 demandes par an, ce qui était énorme. Ils ont vu et des médecins qui répondaient très vite à la demande. Ils ont mis sous bloqueur des jeunes très très vite. On ne met pas une puberté sur pause. Ça s'appelle une castration chimique. Qu'on ne met pas sur pause, c'est qu'on enlève les hormones. On empêche l'augmentation des hormones à l'adolescence. Et les jeunes qui sont sous bloqueur vont presque à 100% vers les hormones croisées. Ils sont embarqués sur les rails vers la transition. Donc, ce n'est pas du tout une pause, c'est un argument militant. Tout d'abord, on prescrit depuis longtemps des bloqueurs de puberté sous forme de médicaments. C'est pas comme s'ils venaient d'arriver sur le marché et qu'on n'avait aucune expérience sur le sujet. S'ils sont administrés tôt et sur une durée assez courte, l'évolution n'est pas irréversible. L'approche anglaise a toujours été différente. Elle préconisait, presque indépendamment de l'âge, de bloquer la puberté, y compris chez des patients de 16, 17 ou 18 ans, et ce pendant une période assez longue. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et en Allemagne, on n'a pas procédé de cette manière. 0,08% des adolescents entament un parcours de santé pour une condition pouvant s'apparenter à une dysphorie de genre. Et seulement 0,01% démarrent une transition. Il y a donc un écart important entre le premier sentiment que quelque chose ne va pas et l'action entreprise. Rien n'est automatique.
C'est pas automatique, mais il faut surtout voir le nombre d'adolescents qui s'identifient trans. Et là, par exemple, pour la France, et je pense que pour l'Allemagne, ça sera même un peu plus, c'est 3%, ce qui est énorme. 3% s'identifient. Ça veut dire qu'ils ont pour l'instant peut-être pas fait, mais ça veut dire que la population augmente. C'est pour ça que tous les médecins, psychologues se sont alertés ces 3-4 dernières années, parce qu'on a vu l'augmentation de ceux qui voulaient. Donc, nous avons craint la réponse médicale, qui était une réponse transaffirmative. On est pour l'autodétermination de l'enfant. S'il le dit qu'il l'est, il l'est. Et donc, nous l'accompagnons. Ils ne veulent pas interroger la demande. On ne donne pas automatiquement une réponse affirmative. Certains le disent, mais à mon sens, c'est devenu une façon pour nos détracteurs de nous critiquer. Vraiment. Et de nous accuser de ne pas remettre en question le ressenti des jeunes, de ne pas émettre de diagnostic différentiel et de diriger immédiatement tout le monde vers l'hormonothérapie. À la légère. Oui, et ce n'est pas tout. Ça veut dire qu'on remet en question le fait que les patients puissent avoir raison. Il y a en permanence un bruit de fond qui suggère qu'il ne s'agit pas d'une véritable dysphorie de genre. Certains affirment qu'il n'y aurait que très peu de cas et que la plupart du temps, ce seraient des mécanismes psychologiques qui conduiraient à cette situation. L'expérience montre que c'est faux. Qu'en pensent les personnes concernées? Julia Monroe est une activiste qui souhaite informer sur les transidentités. Aujourd'hui, elle va répondre aux questions de l'équipe média d'Anyway, un lieu de rencontre pour jeunes queers à Cologne. Peux-tu te présenter en 3 phrases? Je m'appelle Julia, je suis une femme transgenre et je suis consultante diversité de genre pour le gouvernement allemand et les fédérations sportives. Julia avait la vingtaine quand elle a découvert le concept de transidentité. Dans le dictionnaire de mon père, il n'y avait pas le mot trans. On n'avait pas du tout accès aux informations. Internet n'est arrivé que plus tard. Pour faciliter la vie des jeunes trans, Julia les oriente vers des lieux où ils peuvent obtenir de l'aide, comme le centre Anyway de Cologne. Aujourd'hui, pas de rendez-vous au programme, mais un atelier de préparation de banderoles pour la Marche des Fiertés. Et ça commence par l'élaboration de slogans accrocheurs. Les trans sont en danger, on doit les protéger, ou quelque chose comme ça. Je sais ce que je vais écrire. La diversité est un fait, l'inclusion est un acte. Beaucoup d'adolescents du centre ont entamé une transition dans laquelle l'hormonothérapie joue un rôle central. C'est le cas d'Aliena, 19 ans, qui s'est lancée il y a 3 ans. J'aimais pas mon physique plutôt masculin, ou plus exactement l'évolution de mon corps et l'apparition de caractéristiques masculines. J'avais la barbe qui commençait à pousser et je me sentais mal à l'aise avec beaucoup de choses. Tout ça a ensuite changé avec les hormones. Ma barbe n'a pas disparu avec l'hormonothérapie, malheureusement. En tout cas, pas totalement. Mais elle ne s'étoffe plus. Robin a fait de longs trajets en voiture depuis la campagne pour assister aux 12 séances de thérapie qui permettent de commencer un traitement hormonal. C'était il y a plus d'1 an. C'était incroyablement libérateur. Et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Mon visage est plus rond, ma poitrine s'est développée. Quand je repense au moment où je me sentais mal à cause de ça, j'ai presque envie de dire que ça m'a sauvé la vie. Robin et Maya, qui va elle aussi bientôt commencer la thérapie, n'ont aucun doute quant à leur décision. Seule Aliena s'interroge parfois. Est-ce que tout ça n'était que dans ma tête? Ça m'arrive de me poser la question. Mais je traverse plein d'expériences qui me confirment que je ne me suis pas trompé. Aliena se sent plus à l'aise dans son corps d'aujourd'hui.
Si ça n'avait tenu qu'à elle, elle aurait commencé à prendre des bloqueurs de puberté plus tôt pour pouvoir réfléchir plus longuement à son choix. Les personnes qui soutiennent les lignes directrices allemandes affirment qu'elles sont centrées sur le droit des enfants à l'autonomie et à l'autodétermination, et donc, au bout du compte, sur leur bien-être. Et vous, quel droit défendez-vous? Je pense effectivement que des guidelines transaffirmatives ne respectent pas le temps de l'enfance et de l'adolescence. Il vient plaquer sur l'enfant un désir de l'adulte. L'adulte ne peut pas répondre à toutes les demandes de l'enfant. Et je crois que là, nous sommes en train de répondre à des demandes de l'enfant, et c'est dommageable aussi pour l'enfant. Moi, je pense que cette médecine transaffirmative, c'est une médecine qui est fondée sur la compassion. Mais la compassion, est-ce que c'est le propre des adultes et des médecins d'être dans la compassion pour les enfants et les adolescents, ou c'est être des adultes qui mettent des limites, c'est-à-dire non, pas maintenant, on attend plus tard. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre, observer et tenter d'accompagner ces enfants par la psychothérapie pour que, entre guillemets, ils se réconcilient avec leur sexe biologique? Au lieu d'adapter le corps au ressenti, pourquoi ne pas essayer d'adapter le ressenti au corps, sans passer par un lourd traitement médicamenteux? Est-ce que ce ne serait pas une meilleure solution? C'est ce qui a été tenté par le passé avec de très mauvais résultats. Et c'est allé jusqu'aux thérapies de conversion. La thérapie de conversion, c'est lorsqu'on essaie de soigner par la psychothérapie certaines conditions identitaires, telles que la dysphorie de genre ou jusque dans les années 70, l'homosexualité. Elle est aujourd'hui interdite en France et en Allemagne, mais reste d'actualité dans de nombreux pays européens. Nous ne pouvons pas accompagner une demande, il faut l'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être trans? Et là, vous arrivez à déceler des choses très profondes chez les jeunes. C'est ça la psychothérapie. On dit que c'est de la thérapie de conversion parce qu'on interroge. Vous savez qu'il y a des accusations de thérapie de conversion sur les psychiatres et les psychologues qui interrogent la demande. On dit mais non, il ne faut pas interroger, il faut accompagner. Sinon, c'est que vous êtes transphobe. C'est quand même ce qu'on entend. On ne peut pas changer l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle des gens par la psychothérapie. Et il n'existe pas non plus de solution psychothérapeutique capable d'atténuer la dysphorie de genre. Bien au contraire, la pression causée par la souffrance ne cesse d'augmenter et on constate souvent l'apparition d'un stress psychique important qui se manifeste par la dépression, des angoisses sociales, voire des comportements autodestructeurs. Pour certains de ces enfants et de ces adolescents, l'attente est un désastre, car elle n'est pas neutre. Leur corps subit des changements irréversibles pendant la puberté. J'aimerais avoir votre avis sur une étude américaine récente. Elle compare les États américains qui ont introduit des lois interdisant toute forme de transition de genre à ceux qui n'ont pas de telles lois. Résultat, dans les États anti-trans, le risque de suicide et de tentative de suicide est nettement plus élevé chez les jeunes. Pourquoi il y a ces pensées suicidaires? C'est sous-jacent à la transidentité. C'est quelque chose qui est là chez ces jeunes. C'est pas le fait de ne pas transitionner. Ces pensées suicidaires sont parce que ce sont des jeunes en dépression. Donc, ce sont ces jeunes-là, parfois, qui veulent transitionner quand ils ne vont pas bien. Vous voyez, donc l'argument du suicide n'est pas bon et ça a été utilisé, encore une fois, pour la promotion de la transition médicale. La dysphorie de genre ne disparaît pas par magie. La souffrance psychique ne fait que s'accroître. On sait combien de ces enfants réagissent par des dépressions, des troubles anxieux, de l'automutilation. Certains ne peuvent même plus aller à l'école. Leur
souffrance est immense et on ne peut pas l'ignorer. Autrefois, on disait aux gens que l'homosexualité était un péché, qu'elle était répréhensible et qu'il s'agissait d'une déviance qu'il fallait traiter et faire disparaître, par exemple par la psychothérapie. Et là, on en arrive à la thérapie de conversion. Cette approche s'est aujourd'hui déplacée vers les personnes transgenres et elle est parfois exploitée avec la même malveillance sur la scène politique. Comment faire en sorte que les personnes qui prennent la décision lourde de conséquences de s'engager dans une transition à l'adolescence ne le regrettent pas à l'âge adulte? Est-ce qu'il ne subsiste pas un risque? Il y a bien sûr toujours un risque résiduel, en médecine comme en psychothérapie. Comment essaie-t-on de le réduire? En travaillant avec un soin tout particulier, ce qui vaut pour tous les patients, quels qu'ils soient. Ça veut dire qu'on doit prendre le temps d'établir le bon diagnostic. Il y a des cas où on va dire à des patients de 13 ou 14 ans, on ne peut pas établir de diagnostic fiable pour l'instant. On dispose de certaines voies thérapeutiques, de certaines solutions, et on doit décider au cas par cas de ce qui est indiqué dans une situation donnée. Dans le cas de la dysphorie de genre, on travaille beaucoup de manière interdisciplinaire. Ce n'est donc pas moi, en tant que psychothérapeute, qui vais décider s'il faut prescrire des hormones et lesquelles, mais on en discute avec l'endocrinologue et on définit la bonne procédure à suivre. De nombreuses études ont été menées pour savoir si les enfants et les adolescents qui transitionnent regrettent leur décision à l'âge adulte. La méthodologie a souvent été critiquée. Certains ont considéré que ces études étaient biaisées dans leur structure et leur formulation. Une des études les plus connues est celle de la néerlandaise Anneloe de Vries. Elle a suivi 70 jeunes dysphoriques traités par hormonothérapie. L'objectif était de déterminer si leur souffrance s'atténuait et si leur image corporelle s'améliorait, et aussi d'évaluer d'autres aspects de leur bien-être social et psychique. Dans un premier temps, les résultats étaient mitigés. Les bloqueurs de puberté ne guérissent pas la dysphorie. Ils ne font finalement qu'empêcher le corps de se développer davantage dans la direction perçue comme erronée. Toutefois, les problèmes émotionnels et sociaux avaient diminué. Lorsqu'Anneloe de Vries a interrogé certains participants devenus adultes qui avaient pris des hormones de réassignation sexuelle et subi des opérations, le résultat était clair. Leur souffrance avait nettement régressé, tandis que leur image corporelle et leur santé mentale s'étaient améliorées, ce que confirment des études récentes. Il y a une méta-analyse datant de 2021 et basée sur 27 études primaires menées sur des personnes transgenres. On leur a demandé dans quelle mesure elles regrettaient leur transition. L'échantillon de cette méta-analyse comprend près de 8000 personnes ayant subi des opérations de réassignation de genre. Seul 1% d'entre elles regrettent leur transition. Si beaucoup de ces personnes avaient pris la mauvaise décision, on pourrait s'attendre à davantage de regrets de leur part. Vous voyez pourquoi il y a une controverse aujourd'hui, c'est parce que c'est étude contre étude. Vous donnez une étude, moi je peux vous en donner une autre, où c'est pas du tout 1%. 1%, c'est un chiffre qui est brandi souvent par les militants, par les personnes des associations qui sont en faveur de la transition des jeunes. Là, on entre doucement dans le domaine de la désinformation et de la propagande. On prend des cas isolés, dramatiques, on les monte en épingle et on interprète les études de manière sélective. On exploite les émotions fortes et on veut, au bout du compte, véhiculer certains messages politiques. Il faut toujours se demander qui s'impose ça. Les gens qui décident de prendre des hormones à vie, de subir de lourdes opérations, ne font pas ces choix à la légère. Et en plus, ces personnes sont très stigmatisées. C'est donc contraignant à tous les niveaux. Est-ce que ce sont des interventions importantes? Oui. Donc, les personnes concernées réfléchissent très longtemps avant de se lancer là-dedans. Il faut dire que ce traitement entraîne de nombreux changements. Dans le cas de Robin, par exemple, la prise d'estrogène lui a fait perdre de la force musculaire, sans parler des effets indésirables temporaires.
La semaine suivante, je passais mon bac et on m'a dit qu'au début, je risquais d'avoir du mal à me concentrer et que mes performances pourraient être réduites à cause du changement physique, que c'était un peu comme une deuxième puberté. Mais ça m'était égal. J'ai quand même commencé à prendre les hormones tout de suite. Le risque de stérilité n'effraie pas non plus Robin, Aliena et Maya, qui ne souhaitent pas avoir d'enfants plus tard. Si c'était le cas, toutes seraient heureuses de se tourner vers l'adoption. Il semble que les risques paraissent moins graves quand le désir de transition est aussi important que chez ces 3 jeunes personnes. Bien que le nombre d'enfants et d'adolescents qui suivent la voie de l'hormonothérapie soit infime, le débat qui les entoure est mené avec beaucoup d'agressivité et d'émotion. C'est ce que j'ai ressenti lors de mes entretiens aujourd'hui. Les nouvelles lignes directrices prévoient que dans les cas graves, chez les enfants où la dysphorie est clairement présente, si un diagnostic a été établi de manière appropriée, les bloqueurs de puberté pourraient être un outil envisageable pour prendre en charge la dysphorie de genre. Mais une minorité qui critique cette ligne directrice rejette catégoriquement l'outil que sont les bloqueurs de puberté. Et là, j'ai un peu de mal à comprendre les arguments. En fin de compte, ces nouvelles lignes directrices garantissent ce qu'on souhaite tous, à savoir qu'on puisse appliquer systématiquement le traitement qui promet la meilleure prise en charge de la souffrance individuelle dans un cas donné, en fonction des connaissances scientifiques. Et personne ne peut vraiment s'opposer à ça.